Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Dev by Apprendre.co. C'est Julien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait rêver beaucoup de développeurs, devenir freelance. La liberté de choisir ses projets, ses horaires, ses clients. C'est une image d'Épinal qui attire énormément. Mais derrière cette liberté se cache aussi une réalité d'entrepreneur, avec ses défis et ses responsabilités. Comment on passe de salarié ou de débutant à développeur indépendant? Quelles sont les étapes? Les pièges à éviter? Dans cet épisode, on va mettre de côté la technique pour parler business, organisation et stratégie. Ce ne sera pas juste un survol, mais une véritable plongée en profondeur. On va voir ensemble comment bien se préparer avant de sauter le pas, comment trouver ses premiers clients, comment fixer ses tarifs, mais aussi comment gérer son temps, sa relation client et sa carrière sur le long terme. C'est un guide pratique et réaliste pour ceux qui envisagent de se lancer dans cette grande aventure. Avant même de parler de statut ou de portfolio, il faut parler de ce qui se passe dans la tête. Le plus grand changement quand on devient freelance, c'est le mindset. On passe d'un état d'esprit de salarié, où l'on exécute des tâches dans un cadre défini, à un état d'esprit d'entrepreneur. Vous n'êtes plus seulement un développeur, vous êtes le PDG, le commercial, le comptable et le responsable marketing de votre propre petite entreprise. Cela implique d'accepter une part d'incertitude. Il y aura des mois incroyables, où les missions s'enchaîneront et des mois plus calmes où il faudra prospecter. Il faut être à l'aise avec ça et prévoir une trésorerie d'avance, un petit matelas de sécurité de 3 à 6 mois de dépenses pour dormir sur ses deux oreilles. Ça demande aussi une grande discipline. Personne ne sera derrière vous pour vous dire quoi faire. C'est à vous de structurer vos journées, de définir vos objectifs et de vous y tenir. La tentation de procrastiner est immense quand on est son propre patron. Enfin, il faut apprendre à gérer la solitude. Passer de l'effervescence d'un open space au calme de son bureau à la maison peut être un choc. Il faut être proactif pour maintenir un lien social, que ce soit via les communautés en ligne ou des espaces de coworking ou même des meet-up. Une fois que vous êtes prêt mentalement, la première étape stratégique est de bien se préparer. Le premier point est sans doute le plus important, c'est l'expérience. La question qu'on me pose souvent, c'est: faut-il avoir de l'expérience en agence ou en entreprise avant de se lancer? Ma réponse est un grand oui. Le freelancing, ce n'est pas juste coder dans son coin. C'est gérer un client, comprendre un besoin, souvent mal exprimé, estimer des charges, communiquer sur son avancement, faire face à des imprévus techniques ou humains. Toutes ces compétences non techniques, on les apprend rarement à l'école. Une première expérience de 2 ou 3 ans en tant que salarié est une formation accélérée, inestimable. C'est là que vous apprendrez à travailler en équipe, à utiliser Git de manière collaborative, à participer à des revues de code, à défendre vos choix techniques face à un chef de projet. C'est cette expérience qui vous donnera confiance pour piloter un projet de A à Z en solo. Une fois que vous vous sentez prêt techniquement, il vous faut un portfolio. Un client ne vous engagera pas sur la base de votre CV, mais sur la preuve de ce que vous savez faire. Votre portfolio, c'est votre vitrine. Il doit comporter 3 à 5 projets de qualité. Ça peut être des projets personnels, un site pour une association, une contribution à un projet open source. L'important, c'est que chaque projet raconte une histoire. Quel était le problème? Comment l'avez-vous résolu? Quelle technique avez-vous utilisée et pourquoi? Un bon portfolio vaut mieux qu'un long discours. N'hésitez pas à y inclure un lien vers le dépôt GitHub du projet pour montrer la qualité de votre code. Enfin, il y a l'aspect administratif. En France, le statut le plus simple pour démarrer, c'est la micro-entreprise, anciennement auto-entrepreneur. La création est gratuite, la gestion est simplifiée
et vous ne payez des cotisations que sur ce que vous encaissez. C'est idéal pour tester son activité sans prendre de risques. Pensez aussi à ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité, même si ce n'est obligatoire qu'au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Ça vous simplifiera énormément la vie pour la comptabilité et pour bien séparer vos finances personnelles et professionnelles. Une autre option de plus en plus populaire, c'est le portage salarial. Le concept est différent. Vous ne créez pas votre entreprise. Vous devenez salarié d'une société de portage. C'est vous qui trouvez vos clients et négociez vos tarifs. Mais c'est la société de portage qui facture le client, encaisse l'argent et vous reverse sous forme de salaire. Bien sûr, après avoir prélevé sa commission, les charges sociales. L'avantage principal, c'est la simplicité et la sécurité. Vous n'avez aucune gestion administrative à faire et vous bénéficiez de la même protection sociale qu'un salarié classique, l'assurance chômage, retraite, mutuelle, etc. L'inconvénient, c'est le coût. La commission de société de portage, souvent entre 3 et 10%, rend ce statut plus cher que la micro-entreprise. C'est un excellent choix pour ceux qui veulent la sécurité du salariat avec la flexibilité du freelance. Vous êtes prêts? Votre statut est créé, votre portfolio en ligne. Maintenant, il faut des clients. C'est souvent la partie la plus angoissante. La première porte d'entrée, ce sont les plateformes de freelancing. En France, la plus connue est Malte. Créer un profil détaillé sur Malte, c'est la base. Mettez en avant vos compétences, votre portfolio et soignez votre description. N'hésitez pas à demander à d'anciens collègues de vous laisser des recommandations. Au début, vous devrez peut-être accepter des missions un peu moins bien payées pour obtenir vos premières évaluations qui sont cruciales pour la confiance des futurs clients. La deuxième source, et la plus puissante sur le long terme, c'est votre réseau. Parlez de votre activité autour de vous, à vos anciens collègues, à vos amis, à votre famille. On ne sait jamais qui aurait ou qui connaît quelqu'un qui a besoin d'un site web. Participez à des meet-up locaux, des conférences. Le but n'est pas de distribuer des cartes de visite à tout va, mais de créer de vraies relations. Intéressez-vous aux autres, posez des questions. C'est souvent ces discussions informelles que naissent les meilleures opportunités. Enfin, une stratégie très efficace, c'est le marketing de contenu. On en a déjà parlé dans l'épisode pour les débutants. Tenir un blog, une chaîne YouTube ou même être actif sur LinkedIn en partageant des conseils techniques. Ça vous positionne en tant qu'expert. Les clients viendront à vous parce qu'ils auront déjà vu la qualité de votre travail et de votre réflexion. Quand un contrat est établi, la clé est la proposition commerciale ou le devis. Ne vous contentez pas d'envoyer un prix, rédigez un document clair qui reformule le besoin du client. Ça lui montre que vous l'avez compris. Détaille les étapes du projet, précise ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Très important pour éviter les scope creep, ces petites demandes qui s'ajoutent sans cesse. Et bien sûr, le prix et les modalités de paiement, par exemple 50% d'acompte au début, 50% à la livraison. On en arrive à la question à 1 million. Combien je dois facturer? La plupart des freelances facturent au TJM, le taux journalier moyen. L'erreur de débutant, c'est de prendre le salaire qu'on voudrait le diviser par 20 jours et de se dire que c'est son TJM. C'est le meilleur moyen de ne pas être rentable. Pourquoi? Parce qu'un freelance ne travaille pas 20 jours facturables par mois. Il y a la prospection, l'administratif, la comptabilité, les jours de maladie, les vacances, le temps de formation. Alors, comment calcule-t-on un TJM réaliste? D'abord, calculez toutes vos charges. Vos cotisations sociales, soit environ 22% en micro-entreprise, 50% en portage salarial, vos impôts, votre assurance professionnelle, le coût de vos logiciels, de votre comptable. Ensuite, définissez le salaire net que vous souhaitez vous verser chaque mois, puis estimez honnêtement le nombre de jours que vous pensez pouvoir facturer. Pour commencer, visez environ 15 jours par mois. C'est déjà un bon objectif. Le calcul est alors simple. Vous additionnez votre salaire net souhaité et vos charges mensuelles. Vous divisez le tout par votre nombre de jours facturés. Ça vous donne une première base pour votre TJM. Ensuite, il faut confronter ce chiffre au marché.
Regardez les tarifs des autres freelances avec votre niveau d'expérience sur Malte. Votre TJM doit être cohérent, ne tombez pas dans le piège de vouloir être le moins cher. Un tarif trop bas peut faire peur et donner une image de mauvaise qualité. Un tarif juste reflète la valeur que vous apportez. N'oubliez pas que le client ne paye pas seulement pour votre temps, mais pour votre expertise, votre capacité à résoudre son problème. Pour conclure, se lancer en freelance, c'est devenir un entrepreneur. En plus d'être un bon développeur, il faut apprendre à être un bon commercial, un bon gestionnaire, un bon communicant. C'est une aventure exigeante, mais incroyablement enrichissante. Mon conseil final, commencez petit. Ne quittez pas votre CDI sur un coup de tête. Vous pouvez très bien commencer en micro-entreprise à côté de votre travail pour tester le marché, trouver vos premiers clients et prendre confiance. C'est un marathon, pas un sprint. C'est tout pour aujourd'hui dans Carnet de Dev by Apprendre.co. J'espère que ce guide pratique sur le freelancing vous sera utile. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, codez bien et que vos projets personnels et professionnels soient une réussite.